On y va. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce téléséminaire international des IREM de décembre 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir Ibrahima Latgrande Ndiaye de l'ENS de Libreville au Gabon, qui va nous donner un certain regard sur la formation des formateurs et l'enseignement des mathématiques au Gabon. Merci Ibrahima. Merci Christian, merci à toutes et à tous de me donner l'occasion d'être accompagné sur ce regard-là que je propose, un regard sur l'enseignement des mathématiques au Gabon, mais singulièrement sur la formation des enseignants. Le thème que je propose là, donc, n'est pas en tant que tel un objet de recherche présentement, mais il est motivé surtout par ce que je pourrais qualifier de fait divers et qui est devenu finalement un sujet d'actualité. Mais donc, permettez-moi d'abord de faire une diversion, peut-être que ce n'est pas dans les pratiques, mais de faire une diversion en commentant certaines images et des communiqués qui ont paru dans les médias, où l'ENS est par ricochet, l'ENS, l'École normale supérieure, l'Institut de formation des enseignants du secondaire, et par ricochet, l'enseignement même des mathématiques, d'accord, et la formation des enseignants ici en question. Alors, la diversion, c'est ce premier communiqué. Ça se voit? Revenez à... Oui, oui, on voit très bien, merci. D'accord. Là, on le voit plus, là. Oui, oui. Ok, très bien. Alors, en début d'année, le ministre de l'Éducation nationale a instruit ses collègues de mettre en œuvre l'approche par les compétences dans tout le secondaire. Et donc, c'est une approche qui obligatoirement doit être la pratique en classe de 6e et 5e, c'est-à-dire les 2 premières années du secondaire. Sauf que, eh bien, les enseignants n'ont pas été formés au préalable. Et donc, ce n'est que actuellement, c'est-à-dire du 2 au 6 décembre, que ces enseignants-là sont invités à se faire former à l'APC. Eh bien, le deuxième communiqué, parce que le deuxième communiqué, c'est celui-ci qui invite, c'est toujours le ministère de l'Éducation nationale qui dit qu'en vue d'une meilleure organisation des écoles de formation, le ministère convoque une réunion où, qui convoque-t-il? Les inspecteurs, les directeurs généraux, c'est-à-dire les grands responsables du ministère. Et l'objet de la réunion, c'était quoi? L'élaboration des référentiels des compétences professionnelles, des métiers du professorat et de l'éducation, ainsi que les profils des formateurs des écoles normales. Autrement dit, même les formateurs des écoles normales supérieures, s'il n'y en a qu'une seule au Gabon, alors c'est lors de cette réunion-là que l'éducation nationale allait bien se croire, investie du pouvoir, n'est-ce pas, de dire quel est le profil maintenant de ceux qui doivent enseigner dans les écoles normales supérieures. Le deuxième point, c'est la réorganisation des filières de formation. Mais en fait, tout ce qui est visé ici, c'est l'école normale supérieure. Et ensuite, le recensement des enseignants relevant de l'éducation nationale, titulaires d'au moins un doctorat. L'idée, c'est de peut-être de remplacer les professeurs actuels de l'école normale supérieure et divers. Alors, depuis l'existence de l'école normale supérieure en 1971, jamais un référentiel, en fait, une commande n'a jamais été euh, produite par l'éducation nationale, malgré que l'école normale supérieure a toujours demandé à l'éducation nationale de proposer un profil de formation et des référentiels de compétences. Et ce que je dis, que, en fait, c'est fort de cette actualité, disons,
que je me suis proposé, n'est-ce pas, partant donc de faits divers, voilà, que je me suis proposé ce thème. Parce que c'est un peu problématique. La réalité, c'est que présentement, l'École normale supérieure, qui a en charge la formation des enseignants du secondaire, a un véritable problème avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, ce qui motive aussi, c'est que, je fais un peu du coq à l'âne, mais l'École normale supérieure a été créée en 1971. Et en 1975, le gouvernement gabonais a fait appel à des coopérants étrangers, particulièrement français et africains, pour aider le gouvernement à non pas seulement mettre en place disons, un système éducatif assez normal, mais aussi pour pouvoir enseigner parce que le Gabon n'avait pas d'enseignants. Ça, c'était en 1975. En 1997, bien là, de 1975 à 1977, Et Brahima, désolé, mais là, on ne voit plus la présentation. Voilà, il faut reprendre. Reprendre. C'est ça, merci. et en 1997 donc, le gouvernement gabonais ayant constaté que les Gabonais, eux, ne s'intéressent pas au métier d'enseignant et que la population scolaire était en train de grandir, les écoles sont en train de se multiplier. Alors, ils ont décidé de faire un appel alors euh, très vaste, un vaste appel, mais aux ressortissants africains, n'est-ce pas, pour venir occuper les postes d'enseignants dans le secondaire. Et puis, on les appelait des contractuels locaux de l'État gabonais. Et c'était particulièrement des étrangers, c'est-à-dire des non-gabonais. Et une convention de 40 ans avait été signée. Cependant, de 1997 donc à 2002, où, évidemment, l'appel aux contractuels s'est arrêté pour plusieurs raisons, alors l'État gabonais a pu quand même faire venir 1200 expatriés sous statut local au Gabon, c'est-à-dire des contractuels, des enseignants, 1200 entre 1997 et 2002. Eh bien, ceci parce que beaucoup qui étaient venus après 2002 sont repartis, étant entendu que le gouvernement gabonais, entre guillemets, n'avait pas respecté les clauses des contrats. Certains sont restés 1, 2, 3 ans sans salaire, ce qui n'était pas vraiment supportable par ces expatriés qui ont pensé trouver l'Eldorado. Autre chose, c'est-à-dire de 2015 à 2022, parce qu'en 2002, effectivement, comme je le disais, l'offre, n'est-ce pas, de recrutement aux étrangers s'est arrêtée. Et de 2002 à 2015, l'école normale a essayé tant bien que mal à former un peu au métier d'enseignant les jeunes Gabonais qui voulaient bien adhérer, qui voulaient bien, n'est-ce pas, investir le métier d'enseignant. Mais il n'y en avait pas beaucoup toujours. Malheureusement, en 2015, de 2015 à 2022, pour des raisons de récession économique, euh, tout a été bloqué. Les concours, le recrutement à la fonction publique, les évolutions, n'est-ce pas, professionnelles dans la carrière des enseignants, tout a été bloqué jusqu'en 2022. Et en 2023, c'est l'année passée, il y a eu comme ce qu'ils appellent un coup de libération, le coup d'État, et le concours a repris ses droits. Donc, à y voir de près, et euh, cet état de fait a fait en sorte donc qu'il y a une pénurie d'enseignants. Il y a des établissements qui n'ont pratiquement pas d'enseignants parce que le concours avait été arrêté. Le cas le plus patent, c'est l'école normale, c'est le lycée d'application qui juxtapose l'école normale supérieure.
En principe, on l'appelle lycée d'application parce que c'est le lycée d'application des sortants de l'ENS, des étudiants en formation à l'ENS. Pendant le stage, le lycée le plus proche, le plus indiqué, c'est le lycée d'application. Et cette année-ci, il n'y a qu'un seul professeur de mathématiques pour tout le lycée. Et ce que le gouvernement donc, a décidé en septembre 2024, c'était de faire un recrutement massif de 900 scientifiques, dont 400 mathématiciens. Mais dans ces 400 mathématiciens-là, il y a 30 qui ont la licence, 15 ont la maîtrise, et le reste, c'est-à-dire les 350 restants, sont titulaires de DUT, de BTS ou bien sont des ingénieurs. En tout cas, ils ont fait des études en sciences. Et la formation, au mois de septembre, ils ont donc subi une formation d'1 mois, des formations en didactique et en pédagogie. Et là, ils sont prêts à être affectés dans les lycées. Donc, si on fait un bilan rapide, là, c'est-à-dire de 2015 à 2026 qui viendra, si on fait une prospection, pendant les 11 ans, en mathématiques, ce qu'on appelle les conseils pédagogiques, on n'en formera que 31. Donc, en 11 ans, de 2015 à 2026, les conseils pédagogiques, c'est le corps de contrôle, le corps d'encadrement des enseignants du lycée, les conseils pédagogiques. Il y en aura 31 qu'on aura formés en 11 ans. En CAPES, il y en aura 55 qu'on aura formés en 11 ans. Donc, en raison donc en moyenne, c'est 5 capétiens qu'on aura formés par année. Le CAPC, qui est le diplôme pour les professeurs de collège, on en formera 53, en moyenne donc 5 aussi par année. Alors, ceci amène le gouvernement gabonais à se dire, mais finalement, il faut réfléchir encore sur le système éducatif et singulièrement sur le métier d'enseignant. Et leur approche, c'est d'essayer de valoriser la professionnalisation, hein, en mettant des conditions minimales pour un enseignement de qualité et vendre aussi l'idée d'un développement professionnel. C'est-à-dire que les enseignants maintenant vont dérouler leur carrière sans blocage et il y aura des possibilités maintenant d'ascension sociale et d'avancement. Pour le moment, ils en sont ça. Alors, dans cet exposé, ce qui nous a aussi motivés, c'est que lorsque nous discutons avec les collègues, les enseignants, et qu'on jette un coup d'œil un tout petit peu sur certaines études qui ont été faites à travers les mémoires, à travers quelques articles de collègues, ce qui en ressort, c'est que il y a un problème dans l'enseignement, n'est-ce pas, à l'école normale supérieure. Il y a souvent un problème de transfert de compétences et même de connaissances. L'UNESCO dit qu'on enseigne, on n'apprend que par l'action. Et les autres disent, parmi lesquels Guy Brousseau, l'action en mathématiques, c'est la résolution de problèmes. Mais en lisant les programmes, on sent une absence, n'est-ce pas, de cellules consistantes réservées à la résolution de problèmes. Et il est aussi à noter certaines ruptures entre les ordres d'enseignement. C'est-à-dire, entre le primaire et le secondaire, les programmes ne se parlent pas. Les pratiques aussi ne se parlent pas, même les représentations. Les pratiques enseignantes, j'entends. Et du coup, les élèves qui viennent du primaire, quelquefois, ont quelques soucis à intégrer le secondaire. Et c'est la même chose aussi du secondaire au supérieur. Il y avait tellement de ruptures entre ces cycles-là, cycles d'enseignement. Dans ces études-là aussi, on note un peu la problématique du recrutement des enseignants dont je viens de parler.
dont la dispersion des profils d'entrée, et même la rareté des viviers, raison pour laquelle, quand le concours s'ouvre, en mathématiques, il y a très souvent plus de postes ouverts que de candidats. Candidats qui remplissent les critères, en fait, j'entends dire. Et je voudrais maintenant revenir un peu sur, j'allais dire, le plan que je propose donc pour cet exposé-là. Finalement, après avoir fait un peu une petite introduction, n'est-ce pas, inspirée de l'actualité, et c'est de revenir un peu sur le cadre institutionnel de l'École normale supérieure, comment se font le recrutement et la formation, d'en parler, de revenir un peu sur le cahier de charges, même si j'ai déjà dit qu'il est presque inexistant, mais le cahier de charges émanant de l'Éducation nationale, et présenter un cas, c'est le cas des CAPES, pas externes, mais internes, parce qu'il n'y a plus de CAPES externes en fait. C'est le cas des CAPES internes du département de mathématiques. Sur le cadre institutionnel, alors on disait que l'école normale supérieure donc, est créée par ordonnance, par une ordonnance, l'ordonnance 5971 du 4 octobre 1971. C'est donc un établissement d'enseignement public doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière placé sous la double tutelle du ministère en charge de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. En 1993, il y a eu une réorganisation. Parce qu'en 1971, l'école normale recrutait au niveau du bac. En 3 ans, il formait les professeurs de collège et en 5 ans, il formait les professeurs de lycée. Respectivement, ceux-là avaient le CAPC et les derniers qui faisaient 5 ans avaient le CAPES. Et en 1993, il y a eu une réforme qui fait de l'école normale supérieure une école, enfin un établissement post-universitaire. Autrement dit, pour y accéder maintenant, il fallait avoir un diplôme universitaire. J'entends dire le DS chez les scientifiques, il fallait faire 2 ans, ou la licence, 3 ans, dans les universités, et on passait le concours. Et puis après cela, après l'admission au concours, on subissait 2 années de formation à l'école normale supérieure pour avoir le CAPC. Et ceux qui rentraient en CAPES, eux, ils devaient être détenteurs d'une maîtrise en mathématiques ou voilà, en sciences. Ils passaient leur concours et après cela, ils subissaient 2 ans de formation à l'école normale supérieure. Là, c'était en 93. Mais tout de suite, le problème de vivier s'est posé. Les candidats étaient rares. Ceux qui avaient des diplômes en mathématiques préféraient aller dans les écoles d'ingénieurs ou faire les finances, où c'était mieux rémunéré. En même temps, en 1995, les cycles aussi de formation ont été revisités. Et je voudrais, après 2000, le constat qu'on fait après 1995, en 2003, c'est qu'en 2003, 55% du personnel des enseignants du secondaire étaient formés d'étrangers. Mais cette statistique-là passait à 72% des enseignants en sciences, c'était des étrangers. Donc, les Gabonais constituaient que 28%. Raison pour laquelle on se disait, bon, oui, peut-être que, parce qu'il y a des étrangers, qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de grève, effectivement, les années étaient un peu plus sereines et stables. Et sur le plan de l'organisation, ça c'est l'organisation, je viens de parler donc du cadre institutionnel. Et sur l'organisation administrative, alors, administrativement parlant, il y a 4 organes qui gèrent l'école normale supérieure. Il y a le conseil d'administration. Ensuite, c'est dans l'ordre protocolaire, la direction générale. Ensuite, le conseil d'orientation et l'assemblée générale des enseignants. Donc, il y a le conseil d'administration, la direction générale, le conseil d'orientation et l'assemblée générale des enseignants. Mais pour la vie à l'école normale supérieure, les projets de décision importantes sont d'abord soumises à l'assemblée générale des profs, ensuite aux journées pédagogiques, puis au conseil d'administration, d'orientation et enfin au conseil d'administration.
Et dans son fonctionnement, le directeur général est assisté par un certain nombre de personnels, dont un secrétaire général, 3 directeurs des études, un directeur des stages, 2 directeurs de la recherche, un chef de scolarité et un agent comptable. Les missions de l'école normale supérieure, on peut les diviser en fait, on peut les scinder en 3, à savoir les missions de formation initiale des personnels toujours du second degré, général et normal. On y forme aussi les conseillers pédagogiques du secondaire et les conseillers pédagogiques et les inspecteurs du primaire et du pré-primaire. Il y a aussi des missions de perfectionnement de ces personnels. Et enfin, en 3e étape, il y a des missions de recherche fondamentales et appliquées à l'éducation. Alors, le personnel qui intègre l'école normale supérieure a 2 voies pour y accéder. Il y a la voie interne et la voie externe. La voie interne, ce sont ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui veulent avancer dans leur carrière, qui reviennent à l'école normale supérieure pour un perfectionnement. La voie externe, c'est juste les étudiants, voilà, munis d'un bac maintenant, d'un DS, d'une licence ou d'une maîtrise, qui intègrent l'école normale supérieure. Il faut dire que à ses origines, l'école normale supérieure a été créée pour une capacité d'encadrement de 3000 élèves. Pour cette année-ci, 2024, on a juste 1612 étudiants. Donc, il y a encore de la place. Donc, on n'a que 1612 étudiants sur 3000 places. Et en mathématiques, on a 129 étudiants, toutes filières confondues. Alors, l'organisation maintenant, j'allais dire de la formation, l'organisation pédagogique, pour ce qui concerne l'organisation pédagogique de l'école normale supérieure, nous disions que l'école normale voilà, compte 3 directeurs des études, mais l'école normale aussi est organisée en UER, c'est-à-dire en unité d'enseignement et de recherche. C'est suivant les filières, suivant les spécialités. Donc, il y a l'unité d'enseignement et de recherche en lettres, langues et arts. Il y a l'unité d'enseignement et de recherche en sciences et technologies. Il y a l'unité d'enseignement et de recherche en espace société et civilisation. Et il y a une unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation. Ces unités d'enseignement et de recherche-là sont dirigées par des directeurs. Et chaque UER regroupe un certain nombre de départements qui ont à leur tête un chef de département. Évidemment, le département de mathématiques, lui, est une composante de l'UER de sciences et technologies. Alors, pour faire des statistiques rapidement, si le temps me le permet, en mathématiques, donc, en licence 1, on a 28 étudiants. En licence 2, on a 29 étudiants. En licence 3, il n'y a personne, 0 étudiant. En master 1, on a 1 étudiant. Et en master 2, on a 7 étudiants. En réalité, ils étaient 8 l'année passée en master 1. Un est resté, il reprend sa classe, et les 7 sont passés. Il faut dire que, parlant des licences et des masters, je reviendrai dessus. Bon, voilà. En CAPC prépa, c'est-à-dire les instituteurs qui arrivent, ils font ce qu'on appelle le CAPC prépa. C'est-à-dire une préparation, n'est-ce pas? Ils sont 31. Et après, ils passent en CAPC 1. Il y a 0, il n'y a personne. Et en CAPC 2, ils sont 24. En CAPES 1, ils sont 32 et en CAPES 2, il n'y a personne. Alors, je m'explique. Depuis 2010, il y a eu un arrimage. Il y a eu un arrimage au LMD. Et du coup, le concours externe, les étudiants qui viennent directement, n'intègrent plus les CAPC et les CAPES, mais ils intègrent la licence et la maîtrise, et le master. Pardon, le master. Et ceux qui intègrent la licence 1, ils restent jusqu'à la licence 3 et sortent avec la licence professionnelle. Mais ils rentrent avec le bac. Ceux qui intègrent le master, soit ils rentrent avec la licence qu'ils ont obtenue dans les universités, ou bien la maîtrise, le master. Et quand ils passent le concours, ils viennent directement en master 1, professionnel et en master 2. Donc, ce sont des métiers de l'éducation, n'est-ce pas? Ce sont des licences et des maîtrises et des masters professionnels.
Alors, ce sont les internes maintenant qui restent, qui vont en CAPC et en CAPES. Ibrahima, on n'a toujours que un cadre institutionnel à l'écran là. Je me demande si c'est ce qui est voulu. Voilà, ok, très bien. Merci. Pardon, excuse-moi. Alors, je disais que bon, concernant le cahier de charge qui émane de l'éducation nationale, alors, comme on le sait, l'école normale supérieure donc, est en charge de la formation des enseignants du secondaire, mais le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère utilisateur de ce personnel-là, n'a jamais adressé à l'ENS un cahier de charge. C'est pourquoi, au début, je vous ai montré un peu, j'ai affiché, j'ai projeté un peu les circulaires qui annonçaient un peu voilà, l'intention du ministère d'organiser des réunions pour définir euh, les profils hein, et les référentiels. Donc, le ministère n'a jamais adressé un cahier de charge ou un répertoire de référentiels. Alors, c'est l'école normale supérieure elle-même qui élabore ces syllabus. Par contre, ce que je devrais signaler aussi, c'est que l'école normale supérieure n'a jamais retenu aussi une approche. Parce que dans les premières affiches, il était question de l'APC, de l'approche par les compétences. Sauf qu'à l'école normale supérieure, il n'y a pas une approche unifiée émanant, par exemple, des journées pédagogiques qui s'occupent de l'élaboration des syllabus et des programmes, ou du centre pédagogique universitaire. Parce qu'on a un centre de pédagogie universitaire aussi. Mais cette dernière-là, elle n'est qu'au service des enseignants qui veulent s'inscrire, n'est-ce pas, sur les listes d'aptitude du CAMES, pour leur carrière, passer maître assistant, etc. Et donc, pour ce qui est des, des approches, chaque formateur de l'école normale, il va de sa propre approche ou de ses méthodes, peut-être inspiré de sa propre formation qu'il a reçue. Eh bien, je voudrais maintenant, comme cas retenu d'étude, euh, parler du département de mathématiques. Je disais tantôt que de 2015 à 2023, le département de mathématiques n'a reçu aucun nouveau étudiant, aucun étudiant, aucun nouvel étudiant, passé par recrutement ou bien par recrutement direct. Nous en avons dit, nous en avons parlé déjà, n'est-ce pas? On a fait les statistiques en licence et en master, licence professionnelle, master professionnel. Alors, la licence professionnelle, c'est une formation de 3 années. On y intègre avec le bac. Le master professionnel, c'est une formation de 2 années. On y intègre quand on est détenteur d'une licence ou d'un master 1 même. Et maintenant, les voies internes, c'est le CAPC, n'est-ce pas, où les étudiants sont formés en 3 ans, ils sortent avec le CAPC, ou le CAPES, où ils sont formés pour 2 ans. Alors, le CAPES interne, là, c'est ceux qui ont déjà leur CAPC ou une licence et qui ont été recrutés par l'Éducation nationale, où ils ont enseigné au moins pendant 5 ans, qui ont le droit maintenant de passer le concours. Et donc, le département de mathématiques, n'est-ce pas, a un total aujourd'hui de 129 étudiants sur 1612 que compte l'école normale en 2024. Alors, de la formation au département de maths, on peut dire qu'au département de maths, il y a 2 temps de formation. Il y a ce qu'on peut qualifier de formation théorique et de formation pratique. Qu'est-ce que nous entendons par formation théorique? Ce sont les formations disciplinaires, les formations en didactique des maths et les cours de sciences de l'éducation. Les formations disciplinaires sont calquées un peu sur le programme de l'université un tout petit peu. C'est-à-dire les bacheliers, quand ils arrivent pour passer en licence 1, ils font les mêmes modules qu'à l'université. Analyse, algèbre, géométrie, probabilité statistique. Voilà, et jusqu'en licence 3. Ils feront un peu de topologie en 3e année, un peu de calcul différentiel. C'est la même chose, surtout pour les masters qui arrivent. On leur refait faire encore de la topologie, calcul différentiel, un peu les distributions, etc. Maintenant, pour la didactique des mathématiques, oui, elle est un peu partout présente. La didactique des maths est partout présente dans toutes les classes et en raison approximativement de, disons, 40 heures annuelles.
Et cette didactique-là, elle est scindée en didactique théorique et en didactique professionnelle. Didactique professionnelle ou pratique, voilà. S'entend dire l'ingénierie didactique, les conduites de classe, les évaluations, etc. Et puis, voilà, ça c'était la première phase, c'est la formation pratique, la formation théorique au département de maths. L'autre type de formation, c'est la formation pratique qui s'articule autour des stages dans les lycées, au moins de 3 mois, et, et de la rédaction des mémoires pour les masters et les CAPES, et d'un rapport de stage pour les licences et les CAPC. Autant les mémoires que les rapports de stage sont soutenus. Il y a une soutenance. Sauf que les objets ne sont pas les mêmes. Les mémoires de CAPES ou master, de CAPES surtout, s'occupent surtout d'un problème, n'est-ce pas, pédagogique, didactique, d'enseignement, de représentation, voilà, vécu dans les lycées. Mais le master, soit il fait un mémoire, comme dit entre guillemets, pédagogique ou didactique, comme ceux des CAPES, ou le master, comme je disais, il peut prendre aussi un mémoire, disons, disciplinaire. Un mémoire sur l'algèbre, un article d'algèbre, de calcul différentiel, d'EDP, d'équation aux dérivés partiels, etc. Ils ont le droit, les masters, mais ça doit avoir une inclinaison nécessairement sur l'enseignement au secondaire. Les rapports de stage, maintenant, ça évoque juste leur passage, hein, leur séjour dans les lycées. Ils peuvent évoquer certains problèmes avec des pistes de solutions sans les étudier aussi sérieusement que ce qu'on fait dans les mémoires. Alors, si on tentait maintenant une catégorisation des approches, parce que je disais tout à l'heure que chaque enseignant, il va de sa propre approche dans son enseignement. Il n'y a pas une approche unifiée de nos enseignements à l'école normale supérieure. Mais si on catégorisait les approches au niveau du département de maths, je pourrais dire que les enseignants disciplinaires, je parlerai des approches en fait qu'on peut observer chez les enseignants disciplinaires, les approches qu'on peut approcher chez les didacticiens, disons, lors des cours de didactique, les approches qu'on peut observer en sciences de l'éducation aussi, et l'approche qu'on peut soupçonner, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont maintenant dans la formation pratique, c'est-à-dire en stage et lors de la rédaction des mémoires. Alors, les enseignants disciplinaires, de manière générale, ils s'inscrivent dans une posture, à mon sens, béhavioriste, sous forme de cours magistral et de travaux dirigés. Et il est imposé au cours magistral d'occuper les 2 tiers du temps affecté au module et le tiers est affecté aux travaux dirigés. Donc, ça, ce sont les enseignants disciplinaires. Les enseignants de mathématiques, enfin de didactique des maths maintenant, les enseignements didactiques des mathématiques ont des approches, j'allais dire, un peu plus plurielles, qui s'inscrivent dans une posture socio-constructiviste et collaborative. Il y a aussi beaucoup d'imprégnation de résolution de problèmes et d'andragogie. En sciences de l'éducation, ce que j'ai observé, c'est que les enseignants sont plus inspirés par l'approche collaborative, expositive et d'andragogie aussi. Alors, ce que j'observe maintenant à travers les stages, quand nous suivons les enfants, les étudiants, et lors de la rédaction des mémoires, j'allais dire que l'approche, parce qu'il y a quand même une méthodologie, n'est-ce pas, qu'on leur expose avant qu'ils partent, mais ça relève surtout, l'approche là, ça relève surtout d'une posture au cœur de laquelle on peut souligner la tendance à la médiation, surtout la médiation documentaire. Le document devient un peu un médiateur. Et ça prolonge un peu la médiation instrumentale au sens de Rabardel, 1999. Et il y a aussi que la professionnalisation et le développement professionnel qu'on veut leur inspirer lors des stages, lors de la rédaction des mémoires, on pense que ces deux-là, la professionnalisation et le développement professionnel, sont 2 piliers des enjeux de la formation, singulièrement en CAPES et en Master 2.
Et je voudrais m'arrêter un peu sur le CAPES, comme je dit ici, un cas présenté. Hop là. Le cas présenté, finalement, c'est peut-être le master sur lequel j'aurais bien voulu m'arrêter un moment. Faut faire à partir de la diapositive actuelle maintenant. Ouais, pardon. Reprendre à partir de la diapositive actuelle. Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Ok. Alors, les CAPES passent 2 années pleines à l'école normale supérieure quand ils arrivent. Les CAPES internes, je m'excuse, c'est pas externe, c'est interne. Ils passent 2 années subdivisées en 4 semestres. Mais pendant les 3 semestres, ils subissent des enseignements théoriques, disciplinaires, en didactique des maths, en sciences de l'éducation et un peu en informatique aussi. Et le dernier semestre est consacré au stage et à la rédaction de leur mémoire. Ça, c'est les CAPES. Ben, l'intention du ministère, c'est déjà toute l'année prochaine de les mettre en stage déjà, depuis le début de l'année. C'est simplement pour boucher un peu les trous qu'ils ont laissés dans les lycées quand ils sont venus en formation. Alors, je voudrais exposer quelques outils théoriques. Alors, concernant un peu la formation des CAPES. Alors, à la lecture, pour exhiber ces outils théoriques, j'ai essayé de regarder les plans de cours disciplinaires, les plans de cours transversaux à des sciences de l'éducation. J'ai aussi regardé les guides de stage et j'ai un peu fouillé aussi la production des étudiants. Je veux dire un peu les mémoires. Voilà. Et de cela, donc à la lecture des plans de cours disciplinaires transversaux à des sciences de l'éducation, à la lecture aussi du guide des stages et de celui de la rédaction des mémoires, le guide, on peut relever que la formation en CAPES s'enracine dans la théorie anthropologique du didactique de Chevalard. L'approche collaborative aussi, et, et elle s'imprègne aussi de l'approche collaborative et elle pousse ses racines aussi dans les enjeux de formation continue autour de la professionnalisation. Parce qu'ils sont un peu hybrides. Ils suivent, c'est vrai, une formation euh, un peu initiale quand ils arrivent, les CAPES, mais ils ont déjà enseigné. Et c'est leur deuxième séjour à l'école normale. Donc, c'est plus des relents de formation continue, mais très appuyés, en fait, qu'on peut relever. Alors, c'est parce que je ne reviendrai pas, mais la théorie de l'anthropologie didactique, en fait, situe l'activité d'étude des maths comme l'activité des enseignants des maths dans l'ensemble des activités humaines. Et elle est décrite grâce au modèle de praxéologie, hein, qu'on peut décliner, comme vous le savez, en un quadruplé, le type de tâches, les techniques, les technologies et la théorie. Voilà, elle est surtout un peu plus inductive que déductive, cette approche. Alors, l'approche collaborative dont on a parlé aussi tantôt trouve son ancrage dans la nécessité d'un rapprochement entre les préoccupations et les objectifs d'enseignement et de formation à l'école normale supérieure et celle de la pratique professionnalisante et des pratiques de terrain. Donc, cette approche collaborative est une approche qui accorde une place importante aux actions et aux signifiants des pairs et des praticiens, c'est-à-dire des élèves professeurs. On a dit aussi qu'il s'enracine, cette formation de CAPES, dans les enjeux de formation. En fait, les enjeux, ce qu'on entend, j'entends par enjeux de formation ici, sont les éléments exigibles pour la formation des enseignants. Par ailleurs, comme le dit Proulx, 2011,
c'est le lieu de distinguer la posture du formateur qui se donne dans une formation avec celle d'un formateur qui donne une formation. Les implications et les engagements ne sont pas de même nature à des enseignants. Bernard et ses collaborateurs aussi se réconcilient, ce que je remarque avec Jaworski, 1981, et suggèrent les trois temps dans la formation, c'est-à-dire une formation sur les enseignants, après un temps de formation à partir des enseignants et un temps de formation avec les enseignants. Et je pense que tout ça, c'est un tout petit peu ce qui articule les enjeux de formation. Et au sorti de là, faisons l'hypothèse que pour créer des conditions minimales d'un enseignement de qualité, nous pensons que la professionnalisation qui est au cœur du débat aujourd'hui à l'école normale supérieure doit se développer autour du numérique. C'est-à-dire que l'ENS doit s'autosaisir aussi de plusieurs approches. Au-delà du numérique, l'école normale supérieure devrait s'autosaisir de plusieurs approches, telles que l'APC, mais aussi l'approche documentaire du didactique et l'andragogie. Ceci pour rendre attrayant le métier d'enseignant en renforçant sa dimension de développement professionnel. Alors, notre approche méthodologique qu'on aurait suggéré, c'est que dans notre approche méthodologique, on s'est juste entretenu avec des élèves professeurs, des collègues enseignants de l'ENS, du département et de l'UR de sciences de l'éducation dans un premier temps. Et on a essayé de regarder dans un second temps quelques conclusions, quelques résultats de quelques mémoires. Donc, malheureusement, le temps ne nous a pas tellement permis d'aller en profondeur. Sauf que, alors, quand nous sommes entretenus avec les collègues, c'était autour de l'APC et du numérique. Alors, les collègues laissent entendre que l'ENS n'a pas adopté l'APC comme approche dans ses pratiques de formation. Mais de même que ça ne constitue pas néanmoins un module de formation non plus proposé aux étudiants, comme savoir ou savoir-faire. Et puis, le chef de département de l'UR des sciences de l'éducation m'a laissé vivre un peu ses regrets de la décision ministérielle qui impose la mise en œuvre de l'APC, qu'il a imposé déjà en octobre 2024 passé, alors que ce n'est présentement, comme je vous ai montré la note, que la formation des enseignants se fait. Alors qu'il y a une circulaire qui imposait déjà la mise en place de l'APC depuis octobre passé. Et du coup, l'UR de sciences de l'éducation a pris l'option d'initier un cours sur l'APC en cours, à l'intention des fins de cycle, c'est-à-dire dans la licence 3, qui sont en train de terminer leur troisième semestre, des Master 2 et des CAPES 2. Et ce cours qu'il a initié sur l'APC, il l'a confié à des praticiens, c'est-à-dire des inspecteurs du second degré, qui travailleront surtout sur l'élaboration des cours et sur les évaluations sous l'angle de l'APC, pour qu'une fois sur le terrain, le semestre prochain, c'est-à-dire en février, qu'ils ne soient pas dépourvus, qu'ils ne soient pas désarmés, nos étudiants. Et puis l'UER envisage maintenant de se saisir les années à venir de cette affaire d'APC pour porter une réflexion prospective avec un peu plus de hauteur et de détachement. L'UER certainement analysera, je pense, la pertinence, mais aussi les limites d'un tel arrimage à l'APC. Concernant le numérique, au département de maths, singulièrement en CAPES, la place du numérique est en débat en ce qui concerne les curricula. Comme dans tous les départements, évidemment, de l'école normale supérieure, le bureautique est enseigné, c'est-à-dire le Word, Excel, etc. Mais au département de mathématiques, on y a adjoint un peu de certains logiciels, l'enseignement de certains logiciels qui servent l'activité mathématique, comme GeoGebra, Cabri et autres. Ça, c'était les entretiens avec les collègues et les étudiants.
Alors, ce que j'ai pu tirer maintenant des mémoires de CAPES, c'est qu'aucun mémoire, en tout cas en 2023, parce que de 2015 à 2022, il n'y avait pas d'élèves en CAPES, hein, voilà. Mais les CAPES de l'année passée, c'est les étudiants en CAPES de l'année passée, à lire leurs mémoires, aucun de ces mémoires ne propose une étude portant sur la formation, par exemple, subie à l'école normale. Ils ne font pas une étude sur leur propre formation. Leurs objets d'étude sont circonscrits au secondaire. Et l'APC, comme toute autre approche aussi, comme objet d'étude, sont absentes des sujets de mémoire. Ils n'ont pas du tout étudié, réfléchi sur l'APC ou une autre approche. Le numérique, par exemple, comme une dimension. Par contre, le numérique comme dimension du développement professionnel, par contre, a fait l'objet d'études d'un mémoire. Et un second mémoire s'est préoccupé des algorithmes. Le numérique et les algorithmes ont effectivement fait l'objet d'études dans les mémoires. Les impétrants montrent dans leur mémoire que les outils numériques, calculettes, ordinateurs, logiciels, sont prescrits par le programme HPM, c'est-à-dire le programme en vigueur au Gabon, au secondaire. Mais faute de formation initiale et même continue des enseignants, ce cours n'est pas assuré au secondaire. Cependant, c'est formel. Les enseignants comme les élèves sont familiarisés par contre à ces outils numériques. Ils les utilisent dans leur pratique. Mais sur le plan institutionnel, pas du tout. Donc, ils sont habitués, ils sont déjà un peu familiarisés aux outils numériques et un peu à l'intelligence artificielle. Alors, ils désignent un peu les institutions, c'est-à-dire les établissements des lycées, l'Institut pédagogique national, l'inspection générale des services. Alors, les étudiants, à travers les mémoires, ils désignent donc ces institutions-là comme les boucs émissaires responsables de cette impasse, de la non-exécution du programme relatif à l'enseignement du numérique. En conclusion, je voudrais seulement souligner que face à un monde numérisé et artificiel, où les artefacts de plus en plus sont au cœur, n'est-ce pas, de nos pratiques et de nos réflexions, les enseignants, je crois, doivent aussi s'auto-former. Ils doivent être capables de s'auto-former au numérique pour éviter la pratique brutale, mais annoncée par ce mouvement universel vers l'intelligence artificielle. Par contre, l'APC est déjà de rigueur dans les lycées au secondaire. Ça a été acté, c'est une décision ministérielle. Il n'en demeure pas moins, je pense, qu'une réflexion puisse être menée sur d'autres possibles, telles que l'approche documentaire, au cœur de laquelle la médiation instrumentale est omniprésente, au sens de Rabardel, bien sûr. D'autant plus que euh, cette approche documentaire est une approche née dans le monde de l'éducation, conçue par et pour les praticiens des métiers de l'éducation. Et c'est par ces mots que je voudrais bien terminer cet exposé et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ibrahima, pour cet exposé riche de la situation au Gabon. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas eu de questions qui ont été rédigées dans le chat, mais voilà, peut-être que y en a-t-il qui vont naître. Euh, Moi, j'ai levé la main. Oui, D'accord. Donc, Carole, vas-y, oui, puisque tu as commencé à parler. par rapport à l'APC, au Gabon, ça fait longtemps que... Non, ça fait pas longtemps. Est-ce que les enseignants qui sont déjà en poste ont été formés ou il n'y a que les nouveaux qui vont être formés? Oui, ce, ce, euh, ce que je veux, vous voyez ici?
On a dit formation des enseignants de l'enseignement secondaire sur l'APC. Ce sont les enseignants en poste qui sont formés et pour du 2 au 6 décembre. Donc, leur formation doit se terminer aujourd'hui. C'est les enseignants en poste. Comme ils ont une vacance actuellement, des vacances de fin de trimestre, alors l'inspection générale en a profité pour demander une formation et à Libreville et dans toutes les provinces. Par contre, je ne sais pas comment, voilà, c'est signé le 30 novembre 2024. Donc, ce sont les enseignants déjà en poste à qui il a été intimé, donc, voilà, l'ordre de mettre en œuvre l'approche par les compétences cette année-ci, en sixième et en cinquième, qui sont formés à cela. Évidemment, ça continuera. C'est vrai qu'ils seront déjà formés pour les autres classes. Mais les enseignants de l'ENS, comme je dis, ce sont les fins de cycle qui partiront en stage en février, là, qui sont voilà, formés par les inspecteurs, mais sur le plan très pratique de la conception des sujets, de l'élaboration des cours. C'est sur ces points-là, évidemment, que les inspecteurs vont former les fins de cycle. Ils forment les fins de cycle pour ce présentement. Merci. Fabrice Mandebroek avait une autre question. Moi, ma question, j'ai tiqué sur quelque chose. En fait, les écoles normales supérieures relèvent des universités, si j'ai quand même, et vous avez des inspecteurs qui viennent intervenir dans les UE de vos formations, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Oui, en Et, didactique. vous avez un droit de regard sur les contenus. Ça me rappelle quand il y a eu la masterisation en France où les inspecteurs pensaient qu'ils allaient pouvoir venir intervenir dans nos masters et ils ont eu une fin de non-recevoir parce que il y a tout un processus de validation des maquettes et qui n'intervient pas comme ça qui veut dans des enseignements dispensés dans des universités Mm. autonomes. C'est moins net, hein, Fabrice, parce que ils interviennent quand même dans les INSPE, dans certains modules des INSPE. Parce qu'on les invite. Oui, voilà. Hein, parce que, Là, C'était là, vraiment un accord, c'était un accord et entre voilà, c'est un responsables, accord, oui. mais s'il n'y avait pas d'accord, Oui, ah ben bien sûr. mais là, je ne sais pas comment ça se passe, Mm. cette intervention des inspecteurs Oui, oui, sur en la fait, PC ils interviennent surtout en didactique en ce qui concerne les conduites de classe. C'est-à-dire, en didactique, il y a un pan de la didactique Oui. qui, voilà, didactique pratique, où on prépare les élèves à travers des simulations, voilà, à faire des cours, à préparer, à produire des fiches de cours, à proposer, par exemple, des évaluations, des grilles d'évaluation. Et sur ce point-là qu'ils interviennent. Mais ils ne sont pas de l'enseignement supérieur, ils sont du secondaire. Oui, mais C'est ça. Et pendant les stages aussi, et comme c'est une espèce d'alternance, formation, entreprise, voilà, hein, formation, emploi, euh, voilà, école, disons, NS, école secondaire, ils interviennent aussi lors des stages, voilà, dans le suivi des étudiants qu'on place en stage. En fait, c'est à ces deux niveaux-là principalement qu'ils interviennent. Parce qu'ils sont appelés après à repartir au secondaire. oui, ça, c'est dans le suivi C'est des pour stages. avoir une petite continuité, qu'il n'y ait pas une rupture. C'est cela. Voilà. Mais ce n'est pas qu'ils ont un devoir de regard. Quand ils arrivent, les syllabus, on le leur soumet. Les syllabus qu'ils vont exécuter, on leur propose, et puis voilà, on peut discuter quelquefois sur certains points, mais c'est nous qui, voilà. Comme il n'y a pas de référentiel, Et le c'est- syllabus, il est sauf que, défini par les universitaires. pardon? Le syllabus est défini par les universitaires. Oui, oui. Oui. Sauf que, je ne sais pas si vous avez fait attention à la note de service du ministre de l'Éducation nationale, parce que l'école normale supérieure, depuis 1995, et maintenant, a été toujours sous double tutelle. Sauf que depuis Ah oui, 1995, c'est
l'Éducation nationale qui en est le président du conseil d'administration. Ah, d'accord. Voilà. Et le ministre de l'Enseignement supérieur se met un tout petit peu en arrière. Et c'est dommage. Et ça, actuellement, c'est le problème que nous avons parce que voilà, il y a un bras de fer entre l'école normale supérieure et le ministre de l'Éducation nationale parce qu'on n'en veut plus comme Les mêmes président du choix conseil. sur quelque chose. Mais bon, nous, on a quand même un peu le même genre de discussions qui ont été avortées avec les nouvelles écoles normales du 21e siècle, non? Qui nous planait au-dessus de la tête une déuniversitarisation, non? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et ils nous reprochent quelquefois même les enseignements un peu disciplinaires, en nous disant que non, ce n'est pas une université bis, c'est une école normale de formation de nos cadres de l'éducation nationale. Mais je pense que c'est un faux débat. On pose très mal le problème. Mais vous voyez ici, le ministre, voilà, il dit même qu'il faut, ils vont produire les référentiels de compétences professionnelles des métiers de professorat et d'éducation. Et des intervenants, ainsi que les profils des formateurs des écoles normales. Elle dit pas école normale supérieure parce qu'il y a des écoles normales d'instituteurs. Mais en fait, ce qui est visé ici, c'est l'école normale supérieure, en réalité. Si voilà, l'éducation nationale doit définir le profil des formateurs, ça pose problème. De toute façon, les enseignants de l'ENS émargent à l'enseignement supérieur. C'est un problème. On pense que ça trouvera une solution politique. Parce que, Si on veut, j'ai une autre question, vite fait, sur les derniers points que tu as abordés sur tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle. Vous avez l'impression que ça arrive vraiment, enfin, ah oui, parce quels que éléments tangibles vous avez? les éléments, c'est que les enfants, les étudiants sont déjà un peu familiarisés à ChatGPT. Mais en maths aussi? Ah oui, en maths aussi, ils sont déjà familiarisés. C'est-à-dire, même si on ne le présente pas, si on s'est interdit, quand on leur donne des exercices ou un travail à faire, ils ont toujours recours à ChatGPT d'abord. Et ils nous le disent, ça fait partie, parce qu'on leur demande de nous donner les ressources, les ressources. Ils sont sur YouTube, ils sont sur ChatGPT, etc. Donc, on pense que l'intelligence artificielle, il faut qu'on l'intègre. D'accord. Je pense qu'il faut l'intégrer, mais maintenant, avoir l'intelligence de voir quelle est sa place et quel est le rapport qu'il faut entretenir avec. Et du coup, quelle forme d'enseignement et quelle est la première question que je me pose, le destin, notre métier, Il faut quelle est la bonne développer, de notre métier d'enseignant finalement. il faut développer l'intelligence de l'intelligence artificielle. Mais bon, vous avez parlé aussi d'autres logiciels comme GeoGebra ou un Oui, tableur ou des choses comme ça. Je oui, pense oui. il faut quand même. Vous n'avez pas de programmation, par exemple. Nous, en France, on a la programmation. On doit former nos enseignants à enseigner la programmation. Ce n'est pas le cas au Gabon. Pour le moment, la question se pose parce qu'il faut que il y a certains qui sont auto-formés, des autodidactes. Mais officiellement, ce qui a été retenu un tout petit peu, c'est que soit qu'on ait un recrutement d'informaticiens qui s'occupent de ça d'abord, qui fassent ses cours aux élèves, et en même temps qu'il y ait un transfert de compétences, c'est-à-dire qui, sur place, va former aussi les enseignants de mathématiques à la programme, pour ceux qui ne sont pas programmeurs. Sauf que, avant l'arrimage au LMD, on avait un problème de vivier. Et du coup, on avait créé des classes préparatoires. Et dans le cours, il y avait la programmation. Ceux qui sont donc passés par ces classes préparatoires n'ont pas trop de problèmes. Sinon, c'est l'auto-formation, c'est des autodidactes. De toutes les manières, le vivier est quand même assez faible et on ne peut pas non Oui, plus rajouter des barrières d'entrée, si je oui, ne m'abuse. oui, Ah bon. très Sinon, on faible. va avoir l'ensemble vide. Ah.
En France aussi, on a ces problèmes-là, hein, donc de baisser un peu la barrière à l'entrée Ouais, pour, tout pour à fait, avoir des étudiants. tout à fait, tout à fait. Vraiment, comme je disais, en général, le nombre de candidats est beaucoup plus inférieur en mathématiques, est inférieur au nombre de places dégagées pour les maths. Souvent, on dégage 30 places. Si on a une dizaine, c'est déjà beaucoup en master et en CAPES. Par contre, pour les CAPES dont je parle, eux, c'est dans leur plan de carrière. Ils sont restés 8, 10 ans sans avancer. Et ils sont demandeurs. Ça cogne à la porte. Ils attendent de venir à l'ENS parce qu'ils veulent terminer avec le CAPES. Parce que le diplôme qu'ils ont, c'est un peu intermédiaire et voilà, ils sont pas, c'est pas le même niveau de rémunération salariale, c'est pas le même niveau de responsabilité. Et surtout, quand certains veulent bien peut-être quelquefois aussi utiliser ce diplôme de CAPES pour se faire nommer ailleurs, même en dehors de l'éducation. Mais c'est une exigence. C'est un problème de catégorie administrative, quoi, dans l'administration. Et est-ce que vous avez aussi cette question des petits cours, c'est-à-dire des enseignants qui sont enseignants dans le public, quoi, et qui au-delà de leur formation dans la classe, eh bien, font des petits cours et en fait, finalement, se rémunèrent pour une large partie de cette manière-là. Est-ce que vous avez ce phénomène-là ou pas? Ah oui, oui, si, 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 si. Ça existe, ça existe. Parce que déjà, les volumes horaires ont beaucoup baissé. Et du coup, pour les mêmes exigences quelquefois. Bon, voilà, ils font œuvre d'ingéniosité pour finir leur programme, mais la qualité de l'enseignement prend un coup. Et beaucoup de parents d'élèves sollicitent des cours, comme on dit, je pense que c'est de ça dont on parle, des cours particuliers, et voilà, des suivis à la maison de leurs étudiants, de leurs enfants pour être à la hauteur. Quand ça ne manque pas, et puis ça permet d'arrondir les fins de mois pour, parce que, voilà, se disant que les salaires ne suffisent pas, etc. Bon, voilà. Oui, mais des fois, ça distord quand même la relation enseignant-élève dans la classe, entre ceux qui bénéficient d'une aide supplémentaire. Et donc, ça peut ne pas être traité de manière éthique, non? C'est ça. Mais ce qu'on leur conseille souvent, c'est de ne pas tenir leurs propres élèves. Qu'ils aient des élèves ailleurs, d'accord, bon, même si c'est dans l'établissement, mais pas leurs propres élèves, parce qu'il y a d'autres profs de maths qui peuvent faire le travail. C'est ce qu'on leur conseille, parce qu'on ne sait jamais pour éviter certains conflits et des appréhensions. Oui, c'est tout à fait incompréhensible. Ok, merci. Je vais peut-être arrêter là, les gens commencent à partir, donc je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Carole, est-ce qu'on a des nouvelles sur le- Le prochain téléséminaire, ça sera Jannick Truckenwald. Ça va concerner, ça y est, par rapport à sa thèse et la probabilité. Voilà. Donc, D'accord, super. Donc on vous espère nombreux pour écouter Yannick Truckenwald la prochaine fois. Merci bien et j'arrête l'enregistrement. attends, juste Date pour est dire que retenue? le prochain, ça sera vendredi 8 janvier. On ne le fait pas le 1er janvier quand même, hein. Quand même, oui, très bien. Et bonne fin d'année à toutes et à tous. Voilà.